Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Creepshow. Je suis ravi de vous présenter le concept de cette nouvelle émission qui, je le rappelle et je l'ai dit lors des derniers épisodes, remplacera le format des 3 épisodes que je délivrais chaque semaine. Au lieu d'une histoire normale, une histoire courte et un témoignage, qui paraissaient respectivement les lundis, jeudis et samedis, chaque week-end, vous pourrez écouter le Creepshow, une émission plus longue, entre 45 minutes et 1 heure, dédiée au paranormal, bien sûr, au creepypasta, évidemment, sur un format plus long. Si j'ai choisi ce format, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il est plus facile pour moi de sortir un seul épisode plutôt que plusieurs. Aussi, j'ai remarqué dans les statistiques des épisodes en général, vous préférez les épisodes plus longs. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Au nombre d'écoutes, les épisodes traditionnellement plus longs obtiennent un volume d'écoute plus important. C'est pourquoi je vais tenter l'expérience. Et surtout, parce que, et c'est la dernière raison, je m'inspire de grands podcasts que j'écoute tous les jours, comme le podcast No Sleep que je conseille aux personnes qui parlent anglais, ou au podcast Creepy sur Castbox, qui sont des podcasts au format long, avec plusieurs histoires en anglais qui font frissonner et qui sont incroyables pour quiconque comprend l'anglais. Donc je vais essayer ce format. Ce qui est très important, c'est d'obtenir votre retour si vous préférez justement ce format long qui sortira le week-end. Et oui, suite à un sondage effectué cette semaine sur mes réseaux sociaux que je vous enjoins de rejoindre si ce n'est pas déjà fait, c'est le week-end qui l'a emporté. Bien sûr, les personnes qui souhaitaient plutôt la semaine pourront l'écouter la semaine. Simplement, il sortira le week-end. C'est la démocratie qui l'a emporté. Parmi les nouveautés, je vous le rappelle, j'ai sorti cette semaine mon compte Patreon, mon compte qui me permet de vivre de ce que je fais, pour l'instant en tout cas de couvrir les frais liés au podcast. Au moment où je vous parle, déjà 2 personnes se sont inscrites. C'est incroyable pour moi, une forme de reconnaissance que vous n'imaginez pas. Si je m'étais dit il y a 5 mois en créant ce podcast qu'il allait, en plus de fonctionner, m'attirer des finances, je n'y aurais pas cru. Merci, continuez de me soutenir. Mon Patreon, patreon.com/danslenoir, tout attaché. Ça prend 2 secondes vraiment pour aller sur le site internet et 2 secondes pour me soutenir en cliquant sur un bouton. Merci sincèrement à vous tous, merci de me soutenir. Autre nouveauté, mon site web qui est disponible. Vous pouvez le taper dans vos barres de recherche, danslenoir-podcast.fr, danslenoir-podcast.fr, où vous trouverez entre autres plus d'explications quant à l'histoire du podcast, l'histoire du petit fantôme qui est présent sur chaque jaquette, des recommandations suite à mes Creepshow. Vous trouverez ainsi des films d'horreur que j'aurais abordés ou des histoires que j'aurais abordées dans le podcast et bien d'autres choses. Je vous invite aussi à y aller comme sur mon Patreon, dans le noir-podcast.fr. Avant-dernière petite chose, je souhaitais remercier Elodie Bellia-T. Vous savez, c'est l'écrivaine avec qui j'ai collaboré sur l'épisode de Pâques, l'histoire de la lapine de Pâques, qui tient le blog Les Récits Oubliés du Grenier.blogspot.com, qui m'a renouvelé sa confiance pour l'enregistrement d'un nouvel épisode sur sa toute nouvelle histoire qui nous parle de serveurs Discord. Vous aurez bientôt l'occasion de l'écouter. Puisqu'il s'agit de la première émission de Creepshow, je vais vous présenter le concept qui, petit à petit, encore une fois, au fur et à mesure de vos attentes, ce que vous aimez moins, va pouvoir évoluer. Dans l'idée et comment je le vois pour moi, et pour ce premier épisode, nous aurons en première partie une histoire longue, entre 15 et 40 minutes en général, suivie d'un ou plusieurs témoignages, comme je le fais traditionnellement le samedi. L'idée c'est de tenir une dizaine ou une vingtaine de minutes. Puis pour terminer, cela dépendra de l'actualité horrifique, mais possiblement
des news sur des possibles films d'horreur, sur un fait divers qui a marqué la semaine ou le mois, sur des vidéos ou des images qui ont été partagées sur internet, ou bien une recommandation d'un film, d'une vidéo, d'un podcast que j'ai découvert et que je vous invite à écouter. Pour résumer, le Creepshow c'est 3 formats actuellement: une histoire longue, un ou plusieurs témoignages et une recommandation ou une actu horrifique. Tous les passages seront time-codés, marqués dans la description les minutes et les secondes pour que vous puissiez rapidement accéder au contenu que vous souhaitez. Sans plus attendre, découvrez la première histoire qui s'intitule L'expérience Harbinger. Bon Creepshow à tous. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de choses que nous ne comprenons pas, ou pas encore. Mais nous, les humains, étant des êtres curieux par nature, nous tentons naturellement de comprendre notre univers. Cette façon de penser, cet état d'esprit, nous a conduit à faire d'incroyables découvertes et inventions que l'on aurait pu imaginer il y a quelques centaines d'années. Nous avons éradiqué des maladies, construit des bâtiments qui touchaient le ciel et même des machines qui nous ont élevés au-dessus des nuages, puis dans les étoiles. Si nos ancêtres pouvaient nous voir, nous, et ce que nous avons accompli, je suis persuadé que nous serions pris pour des dieux. Notre curiosité et soif de savoir ne nous a cependant pas toujours conduits vers le bien. Le mal fait aussi partie des fruits de nos recherches. Et j'ai peur que celui-ci soit notre perte. Je ne dis pas ceci pour passer pour un grand philosophe qui aurait passé du temps à méditer là-dessus. Non. Si j'en parle, c'est que j'en ai fait l'expérience. Je l'ai vu. J'en fais partie. L'événement dont je vais vous parler est totalement vrai, je vous le jure. Je sais que beaucoup d'entre vous resteront sceptiques et penseront à une énième histoire flippante destinée à vous donner des frissons. Et je vous certifie que là n'est pas mon but. Ce que je veux vous montrer dans cette histoire, c'est que le mal rôde derrière le voile de la vérité, de ce que l'on comprend et de ce que l'on voit. Vous dévoiler ce qui se tapit dans l'ombre. Même moi, je ne comprends pas tout. Ce que je vais décrire s'est réellement passé, et j'en suis persuadé se passera à nouveau. En 1971, un scientifique, pas vraiment connu, a commencé des études préparatoires pour un projet top secret, connu sous le nom de l'expérience Harbinger. J'aimerais que ce scientifique reste anonyme pour des raisons personnelles. Il sera donc dénommé Zimmerman. Son passé avant cette date n'était pas très clair. Tout ce que je savais, c'est qu'il était né et avait vécu quelque part dans le Maryland, et qu'il avait une étrange fascination pour le spiritisme et l'occulte. Ce qui a plus tard fait de lui un proscrit parmi ses collègues, vu comme on se moquait, et comme on se moque toujours, de ce qui touche à la métaphysique. Les opinions de Zimmerman par rapport à l'autre monde n'en étaient cependant pas la seule cause. C'étaient ses méthodes qu'il mettait à l'écart et lui donnaient une mauvaise image chez ses pairs. Zimmerman était connu pour être froid et d'une rudesse sans équivoque. Il n'avait que faire des moyens. Tout ce qui comptait pour lui étaient les résultats. Et s'il jugeait leur valeur suffisante, il était prêt à payer n'importe quel prix. Sa soif de vérité, de savoir était brutale et insatiable. Et c'est pour cela qu'on le craignait. Ceux qu'il connaissait sans en avoir peur étaient ses disciples. Ils le suivaient, lui et ses travaux. Même le mot Harbinger est intrigant et presque intimidant. Peut-être est-ce la façon qu'il a de rouler sous la langue, ou peut-être son association avec le projet biaise mon jugement. Mais il semble porter un destin tragique. Et puis, c'est assez logique en fin de compte. Il signifie avertissement, ou mauvais présage. Je ne peux imaginer les raisons qu'avait Zimmerman pour lui donner ce nom. Mais rétrospectivement, celui-ci était parfait. Zimmerman avait désigné un petit nombre de scientifiques, j'en faisais partie, pour nous dire qu'il travaillait sur quelque chose d'énorme, et qu'il avait besoin de personnes qui pouvaient tenir leur langue et ne divulguer aucune information sur son œuvre. Bien qu'il ne faisait pas totalement confiance à tout le monde, il savait que nous étions des professionnels et que pour une raison ou pour une autre, nous avions besoin de ce boulot. Pour ma part, je travaillais à une clinique des environs comme docteur. Mais on m'a surpris pendant que je volais des médicaments et j'ai été viré sans cérémonie. Évidemment, cela avait laissé une trace indélébile sur mon CV et j'avais du mal à trouver du travail après. Et puis, je venais de l'Alaska et vivrais près de l'endroit où devait se dérouler l'expérience. On peut dire que je
constituait un choix pratique. Vous vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion, et c'était difficile de résister vu le salaire qu'on nous offrait. Nous étions donc 15 au total. Certains étaient ses collègues de longue date, certains avaient été engagés en tant que professionnels de maintenance, et un petit nombre pour sa sécurité personnelle. J'étais le seul professionnel de santé. Je me demande encore comment il a trouvé le financement nécessaire pour cette expérience, et je ne serais vraiment pas surpris si j'apprenais que les fonds n'avaient pas été levés de manière complètement légale. Mais bon, j'avais besoin de cet argent et il en avait. Mais aujourd'hui, je regrette cette décision. Après que Zimmerman ait obtenu de l'argent, il l'a utilisé pour acquérir un terrain relativement grand, dans un endroit reculé du désert gelé de l'Alaska. Il y a fait construire une structure de béton qui ressemblait pas mal à un bunker. La seule différence reposait sur le fait que son but premier était de garder des dommages potentiels à l'intérieur et non pas de se protéger de l'extérieur, d'après ce qu'il disait. La plupart de cette structure était souterraine, ce qui avait pour effet de donner l'illusion qu'elle était beaucoup plus petite vue de dehors. La seule façon d'entrer et de sortir était de passer par une petite échelle qui partait d'un petit bâtiment de béton à la surface, que j'appellerais à partir de maintenant le bâtiment d'entrée, pour que ça soit plus simple, et qui rejoignait le réseau souterrain. La nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, la trappe qui renfermait l'échelle était fermée grâce à un large et solide couvercle de métal. Zimmerman était très strict sur ça. Situé non loin de là, il y avait un groupement de cabanes en bois qui servait de dortoir pour le staff. Comparé au bâtiment d'entrée, la structure souterraine était immense. Au centre du complexe se trouvait la salle de contrôle, là où tous les appareils électriques étaient branchés, ce qui incluait les caméras de surveillance, les lumières et les dispositifs de contrôle des portes. Consoles, moniteurs et ordinateurs tapissaient les murs de cette salle. C'était aussi là que débouchait l'échelle. On pouvait quitter la salle de contrôle par 3 portes, une qui débouchait sur une petite pièce servant d'infirmerie, une autre qui menait à une salle de repos et une troisième qui s'ouvrait sur les couloirs. Les couloirs étaient l'endroit où le complexe commençait à avoir l'air terriblement sinistre. Pour une raison que j'ignore, ils étaient arrangés, en suivant un schéma très déroutant, dessinant des cercles et menant à des cul-de-sac. Ces couloirs constituaient la majeure partie de la structure, et il était facile de se perdre dans ce labyrinthe, si l'on ne connaissait pas l'endroit. Mais si vous saviez où vous alliez, vous pouviez rapidement vous retrouver devant une des 3 pièces de 6 mètres carrés. Chaque pièce disposait d'une caméra, placée à un de ses coins, et connectée à un moniteur dans la salle de contrôle. Il y en avait aussi partout dans les couloirs, pour que quiconque surveillant depuis la salle de contrôle puisse regarder où il voulait, quand il le voulait. Ces petites chambres étaient fermées par de lourdes portes de métal qui s'ouvraient au moyen d'un digicode à 4 chiffres situé juste à côté. Je me rappelle à quel point les couloirs m'effrayaient quand je venais d'arriver au complexe. J'ai toujours été claustrophobe, vous savez, et ces couloirs étaient tellement étroits. Le bruit, ou plus précisément l'absence de bruit, dans ce dédale était aussi une terrible source d'angoisse pour moi. Un silence surnaturel pesait en permanence, comme si le monde s'était figé. Ça donnait vraiment la sensation d'être piégé, mais par chance, je ne devais que rarement m'y aventurer, étant donné que j'étais le seul professionnel de la santé dans l'infrastructure, et je n'avais quasiment aucune raison d'y aller. J'ai trouvé ça curieux au début, que Zimmerman recrute un professionnel médical comme moi. Mais j'ai compris, une fois que tout a été terminé. L'objectif officiel de l'expérience Harbinger était de tester et d'observer les effets d'un isolement prolongé sur l'esprit humain. C'est du moins ce qui était indiqué sur les rapports envoyés à l'extérieur. Mais personne, à l'exception du personnel qui menait l'expérience, ne savait que le véritable but était beaucoup plus sombre. Comme je l'ai déjà évoqué, Zimmerman avait toujours été obsédé par le paranormal et l'occulte. Il s'était mis en tête de convaincre ceux qui ne le croyaient pas. Il voulait une preuve tangible que le paranormal était un phénomène avéré, et il voulait être le premier à obtenir cette preuve. Le véritable objectif de l'expérience Harbinger était de découvrir une preuve de l'existence du monde métaphysique, un monde que nous ne pouvions voir. Bien sûr, la perspective de se lancer là-dedans était un peu intimidante, voire effrayante, mais c'étaient les méthodes de Zimmerman qui étaient réellement terrifiantes. Il était persuadé de pouvoir ouvrir un portail entre les mondes temporairement, permettant à 3 entités quelconques
de pénétrer dans le nôtre, et celle-ci serait piégée dans une de ces 3 pièces. Zimmerman avait une théorie selon laquelle n'importe quelle entité essaierait de prendre possession du plus proche être vivant en mesure de la supporter. Il voulait employer cette technique pour piéger un esprit dans une forme physique en le faisant entrer dans un corps vivant auquel on aurait préalablement injecté un mélange de sa création. En théorie, ce mélange était conçu pour empêcher l'esprit de quitter l'être qu'il avait possédé. Le seul moyen de quitter un hôte auquel on aurait injecté cette mixture était la mort. Selon Zimmerman, l'hôte devait être un être vivant avec une volonté suffisamment forte pour survivre à la possession. Et la seule espèce possédant suffisamment de volonté pour ça, ce sont les humains. Zimmerman s'est également arrangé pour que les entités entrent dans les 3 pièces et qu'il n'y en aurait qu'une par pièce, bien que je ne puisse pas exactement dire comment il a procédé. En vérité, je n'ai pratiquement aucune idée de comment il a bien pu réussir ce qu'il a fait. Il aimait à garder ses méthodes pour lui-même et pour ceux à qui il faisait le plus confiance, probablement à cause de sa crainte paranoïaque que quelqu'un ne lui vole son idée et obtienne tous les lauriers pour son succès. Si j'avais eu connaissance de la vraie finalité de l'expérience avant de signer, j'y aurais sans doute réfléchi à 2 fois. Mais Zimmerman n'a rien voulu nous dire avant que nous soyons tous réunis dans sa forteresse. Même si l'un de nous avait voulu partir, je doute qu'il en aurait eu la possibilité. L'équipe de sécurité que Zimmerman avait engagée était fidèle aux scientifiques et à son salaire. Ça ne me surprendrait pas qu'il leur ait donné l'ordre de ne permettre à personne de quitter le complexe. Il y avait 3 cobayes pour l'expérience. Ils étaient tous natifs de l'Alaska, et on les avait attirés dans le projet en leur faisant croire qu'ils allaient participer à une étude sans danger sur les effets de l'isolation sur l'esprit humain, comme je l'ai déjà dit. Raison pour laquelle aucun n'a émis d'objection quand on leur a dit qu'ils allaient être confinés dans une des 3 pièces que j'ai mentionnées. Le premier sujet était un jeune homme. Il était visiblement au chômage et avait cruellement besoin de l'argent qui était promis pour la participation à l'étude. Le second sujet était une femme. En la regardant, je pouvais dire qu'elle souffrait d'une addiction quelconque. Le troisième et dernier sujet était un vieil homme, un vagabond, je suppose. Leur point commun était qu'il ne restait ni d'amis ni de famille. En résumé, ils ne manqueraient à personne, c'est pourquoi ils ont été choisis pour le projet. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir vous en dire plus sur les cobayes, mais tout ce que je vous ai dit l'a été de mémoire, et on m'a fourni que très peu d'informations sur eux. L'expérience n'a officiellement commencé qu'en 1987, soit 16 ans après sa première annonce. J'avais hâte de commencer, donc j'ai fait mes bagages et je me suis rendu au complexe, dès le moment où ça a été possible. Je suis arrivé à la structure 1 semaine avant même que les cobayes s'enrôlent, et 1 mois avant le début du projet. Je ne suis pas du tout le premier à m'y être rendu. Quand je suis arrivé, Zimmerman, ses collègues et l'équipe de sécurité étaient déjà là. On peut probablement dire que je suis la première personne à qui Zimmerman ne faisait pas confiance à être arrivé. Tous les autres sont arrivés environ 1 semaine avant le début de l'expérience. Il y avait un vrai fossé entre ceux qui étaient là uniquement pour l'argent, comme moi, et ceux qui étaient des disciples de Zimmerman. Le 15 octobre 87, tout était mis en place. Les sujets étaient enfermés dans les chambres, les caméras, les lumières et les haut-parleurs étaient totalement opérationnels et tous les membres de l'équipe s'étaient installés. Il était temps que l'expérience commence, pour de bon. Zimmerman avait demandé à tout le monde d'aller dans la salle de contrôle vers 21h pour être témoin du déroulement de la première expérience. Il voulait que tout le monde soit présent quand il aurait prouvé que ses théories étaient confirmées et qu'il n'était pas fou. Il voulait que l'on voie les fruits de son labeur. Quand toute l'équipe a fini par arriver dans la grande salle de contrôle, Zimmerman s'est simplement tourné vers nous pour nous dire « Regardez ». Il s'est penché vers le microphone, qui projetait sa voix dans les 3 salles, et a commencé à chanter, dans un langage étrange dont j'étais persuadé que seul Zimmerman le comprenait. Nous avons observé les 3 grands moniteurs sur le mur en attendant silencieusement que quelque chose se passe. Les sujets étaient debout dans leur chambre, sidérés par la mélodie de Zimmerman, fixant la caméra d'un air confus. Après à peu près 5 minutes, j'ai ressenti quelque chose d'horrible. Je ne pourrais pas exactement expliquer quoi, mais un terrible sentiment de crainte s'est emparé de moi, m'accablant d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que le sol s'est mis à trembler doucement et les lumières à clignoter. Zimmerman continuait de chanter dans le microphone, comme si de rien n'était, pendant que les sujets commençaient à tourner dans leurs pièces, en appelant à l'aide. Puis soudain, le sol s'est arrêté de trembler, et les images du moniteur ont disparu, laissant place à la neige. L'air était tellement lourd. Nous étions tous en train de regarder les moniteurs,
attendant que l'image se rétablisse pour nous montrer ce qui se passait dans les pieds. Pas un bruit pendant un long moment, puis un hurlement. Les cris d'une femme en proie à une terreur et une douleur insoutenables ont commencé à résonner dans la structure. Les cris similaires d'un homme ont commencé à lui répondre, et les deux plaintes se sont mêlées pour former une terrible symphonie de peur et de souffrance qui nous brisait impitoyablement les tympans. Ceux qui n'étaient là que pour l'argent ont commencé à se regarder avec effroi, tandis que les disciples de Zimmerman ne montraient aucune réaction. Nous voulions quitter cet endroit horrible et ne jamais y retourner. Mais nous savions au fond de nous que Zimmerman ne nous laisserait pas faire. Il n'y avait aucune échappatoire. Nous serions retenus pour un bon moment. Il était 22h13 quand les hurlements se sont enfin arrêtés. Mais les moniteurs devaient encore nous révéler ce qui s'était passé dans les 3 pièces. Quand les cris se sont stoppés, Zimmerman nous a tous donné congé en ajoutant qu'il nous était interdit de revenir avant le lendemain matin, 10h. Ce n'était pas comme si nous le voulions non plus. Nous sommes tous rentrés silencieusement vers le dortoir pour reposer pour la nuit. Je pense que je peux affirmer, sans me tromper, que rares ont été ceux qui ont pu fermer l'œil cette nuit-là. Et je n'en faisais pas partie. Le lendemain matin, tout le personnel s'est retrouvé dans le bâtiment d'entrée. Nous nous tenions tous à l'intérieur, échangeant des regards fatigués ou nerveux, alors que nous attendions que Zimmerman arrive et ouvre la trappe qui dissimulait l'échelle. Je pouvais voir une peur presque palpable dans le regard de certains d'entre nous, tandis que d'autres n'avaient pas le moindre du monde l'air affecté par les événements de la nuit précédente. Zimmerman est arrivé 5 minutes après 10h, s'excusant pour son retard alors qu'il passait la porte du bâtiment. Il a ouvert la trappe et, sans aucune hésitation, a commencé à descendre l'échelle, s'enfonçant dans les noirs abysses. Il avait presque l'air enthousiaste. J'ai été le premier à suivre Zimmerman dans sa sombre descente dans l'installation. J'avais l'impression que plus bas je progressais, plus l'obscurité m'enveloppait, comme si elle avait voulu m'engloutir tout entier, m'enfonçant toujours plus profondément. J'ai eu la sensation que l'endroit était différent d'une certaine façon. Alors qu'il n'y avait auparavant que de sinistres couloirs de béton, il y avait à présent quelque chose d'autre. Quelque chose qui rendait leur étrangeté plus tangible, plus réelle. J'appréhendais comme si une horrible et macabre scène nous attendait là, en bas. Mais je continuais pourtant de descendre, malgré mes peurs et mon hésitation. Ce n'était plus un simple bunker un peu effrayant. Un mal véritable l'habitait maintenant, et sa malveillance planait dans les ténèbres. Je pouvais le sentir. Nous le pouvions tous. J'ai finalement senti que mon pied touchait le sol et poussé un soupir silencieux de soulagement, d'être enfin sur la terre ferme. Presque au même instant, les ampoules ont pris vie, inondant la pièce de leur chaleureuse et bienvenue lumière. J'imagine que Zimmerman avait allumé le courant. Je me suis accordé quelques secondes pour examiner la salle de contrôle. Elle était exactement telle qu'on l'avait laissée la veille. J'en ai silencieusement remercié le ciel. C'était presque comme si rien d'inhabituel n'était jamais arrivé. J'ai chassé ces pensées en me remémorant les écrans pleins de neige de la nuit dernière. J'ai laissé mes yeux balayer lentement les écrans le long du mur, anticipant les horribles et sinistres scènes qu'ils pouvaient dévoiler. Mon attention a d'abord été attirée par les écrans 1 et 3, qui ne montraient que de la neige. Cela aurait pu être le soulagement, si mon regard n'était pas tombé sur l'image statique de l'écran 2. La chambre 2 était toujours entière et tout semblait parfaitement intact. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un hoquet de stupeur quand j'ai remarqué la seule chose qui était différente. La femme. La femme était étendue au milieu de la petite salle de béton, une expression de pure terreur figée sur son visage décharné, alors qu'elle gisait sur le sol, silencieuse et sans vie. La colère est apparue sur le visage de Zimmerman quand il l'a vue, et il a ordonné que le second moniteur soit éteint. Son ordre a été exécuté. Personne n'a posé de questions. Ce n'était pas comme si quelqu'un voulait contempler l'horrible scène plus longtemps. Il a également demandé à ce qu'on envoie l'équipe de sécurité vérifier les 2 salles restantes, si l'image ne revenait pas sur les écrans 1 et 3 dans les 2 heures. Les membres ont acquiescé à l'ordre. Ils l'ont fait comme s'ils n'avaient pas peur, mais je pouvais voir le contraire au fond de leurs yeux. Seul le tic-tac de l'horloge, subtil, bruyant, résonnait dans la salle de contrôle, alors que je fixais les écrans. 1 heure et une 50aine de minutes étaient passées, et la neige occupait toujours les écrans 1 et 3. Tous les autres membres de l'équipe travaillaient, moi excepté. Le projet n'ayant pas encore fait de blessés parmi le personnel. Je n'avais pas grand-chose à faire à part attendre que quelqu'un se blesse lui-même. Zimmerman, quelques-uns de ses collègues et moi-même étions les seuls à occuper la pièce.
Ils murmuraient silencieusement entre eux à l'autre bout de la salle, tandis que je passais le temps à lire ou à réfléchir à la situation dans laquelle je me retrouvais. J'avais clairement fait une erreur en venant ici. Le corps gisant dans la salle 2 en était une preuve bien suffisante, et seul Dieu savait ce qui nous attendait dans les salles 1 et 3. Mes pensées ont brutalement été interrompues par le retour de l'image sur le moniteur 3. Les yeux de tout le monde se sont écarquillés face à l'image redevenue claire. Ce que l'écran diffusait était horrifiant. Un humanoïde. Une chose se tenait au milieu de la pièce, fixant directement la caméra, immobile. Il portait la même tenue que celle qu'avait revêtue le sujet d'étude numéro 3. Mais ce n'était certainement pas le même homme que celui qui était rentré dans la pièce. Ce qui a attiré mon attention en premier, ce sont ses yeux. Ils étaient d'un noir profond, faisaient 2 fois la taille de ceux d'un humain normal. Il semblait si antique, si froid. Sa tête avait aussi grossi avec ses yeux, d'une manière symétrique et déconcertante. L'entité avait également perdu tous les cheveux qu'elle avait eus un jour. Et même à travers l'écran, je pouvais percevoir à quel point sa peau n'avait plus rien de naturel. Lisse et brillante qu'elle était. La chose avait apparemment pris en hauteur et en stature. Cela se voyait à la tenue qui paraissait maintenant bien trop petite pour son porteur. Ses membres s'étaient particulièrement allongés, ses bras tombant presque au niveau de ses genoux. Ce que nous regardions n'était en aucun cas le même homme que celui qui était entré à l'intérieur. La peur était tout ce que je ressentais, alors que je continuais de fixer l'écran et la chose dans cette pièce. Et ma peur semblait être partagée par tous autour de moi, ce qui m'a réconforté quelque peu. Cela peut sembler horrible à entendre, mais c'était assez satisfaisant de voir que Zimmerman et ses collègues pouvaient eux aussi ressentir la terreur. Mais dans le même temps, c'était plus qu'inquiétant de constater que cela ne faisait pas partie du plan de Zimmerman. Quelque chose avait foiré. Tous, nous fixions toujours l'écran, malgré notre angoisse. C'était presque comme si nous étions en transe. Ma peur, déjà bien présente, a continué de grandir, et s'est diffusée rapidement à travers mon corps entier, alors que je me perdais dans les yeux de la créature, piégée dans son regard terrifiant, hypnotique. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à arracher mon regard de celui de la créature et de l'écran. Ce faisant, j'ai senti ma peur considérablement diminuer. Quelques instants plus tard, Zimmerman a envoyé son équipe de sécurité jusqu'à la porte du sujet 1, comme il l'avait ordonné plus tôt. L'équipe de sécurité a obtempéré sans poser de questions, armée uniquement de matraques et de pistolets. Je me suis concentré sur la progression du groupe d'hommes à travers les couloirs sur le chemin de la salle 1. Les suivants grâce aux caméras. Même à travers ces caméras de qualité, pas si hautes que ça, ce n'était pas difficile de deviner que ces hommes étaient effrayés par ce qui les attendait. Leur tête était baissée alors qu'ils marchaient. Ils n'avaient plus la même confiance que celle qu'ils affichaient au début de ce projet. Ils ressemblaient à 2 petits garçons, terrifiés, envoyés vers une terrible guerre. Finalement, ils ont atteint la porte. Nous les voyions parfaitement, eux et la porte, via la caméra du couloir. L'un d'entre eux a dit quelque chose à travers son talkie-walkie et a fait un geste en direction de la caméra. En réponse, l'un des collègues de Zimmerman a actionné la porte. Les hommes avaient déjà saisi leur pistolet, à peine le bouton enfoncé. Doucement, la porte a commencé à s'ouvrir. Tous, nous regardions avec impatience. Le groupe d'hommes s'approchait de la porte, leurs armes braquées vers l'intérieur. Soudainement, sans avertissement aucun, nous avons entendu un hurlement déchirant. Et alors que quelque chose jaillissait de la pièce, droit sur les hommes, l'écran s'est changé en neige. Immédiatement, on a pu entendre des cris résonner à travers les couloirs, vite suivis par des coups de feu distincts. Nous ne pouvions rien faire à part attendre. Après quelques minutes, les cris et les coups de feu ont cessé. Nous attendions, espérant, priant que la chose, quelle qu'elle soit, qui avait bondi hors de la pièce, ne soit pas celle qui rejoindrait la salle de contrôle. Quelques minutes ont encore passé, et 3 des hommes sont revenus, portant le corps du 4e. De larges coupures couvraient son torse, et son visage était déchiqueté. On ne pouvait même plus discerner qui il était, ou même s'il était humain. J'étais habitué aux images sanglantes étant médecin, donc la masse de viande sanguinolente, de chair déchiquetée, qu'il transportait ne m'a pas ému. Et beaucoup autour de moi ont pâli, et rendu leur déjeuner. Les membres de l'équipe de sécurité affichaient tous une expression vide, de toute émotion, mais leurs yeux étaient encore remplis de terreur. L'un de ces hommes a finalement levé le regard vers nous fixant de ses yeux écarquillés. « C'est mort », a-t-il enfin lâché.
murmurant à peine d'une voix tremblante d'effroi. Plusieurs heures avaient passé. Le nom du défunt était Frank. On l'a enterré dehors, dans la froide terre d'Alaska. 2 des hommes ne présentaient aucune blessure, physique tout du moins. Le 3e était en vie, mais à peine seulement. Son corps était couvert d'entailles sanglantes, et l'un de ses yeux avait été arraché de son orbite. Je m'efforçais de le stabiliser, de justesse. Les 2 autres hommes ont vaguement expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, le sujet 1 avait sauté sur Frank, après que la porte se soit ouverte. Seulement, ce n'était plus vraiment le sujet 1. D'après eux, ça avait une face horriblement crispée et de longues griffes tranchantes. Ils ont assuré avoir tiré plus d'une douzaine de fois avant que ça tombe, enfin, mort. Et ils ont encore vidé quelques chargeurs pour s'assurer que cela l'était vraiment. Ce n'est que lorsqu'ils ont été totalement certains qu'ils sont revenus. Après avoir soigné le blessé, je suis retourné vers les écrans. Même terrifié comme je l'étais par ce qu'ils pouvaient dévoiler, j'avais besoin de les regarder. Le sujet 3 était le dernier restant et j'avais besoin de le voir, d'être sûr que la créature était toujours dans sa pièce. Cela ressemblait plus à une cellule de prison qu'à une pièce ordinaire à présent. C'était cependant probablement une bonne chose. Les caméras donnant sur la pièce du sujet 3 et sur les couloirs environnants ne montraient toujours que de la neige. Personne n'a été envoyé pour les réparer ou même pour vérifier les environs. Nous avions juste à espérer que le sujet 1 était bel et bien mort. L'image du 3e écran était toujours la même que lorsque je l'avais quitté. Le sujet 3 était toujours en train de fixer directement la caméra, de nous fixer nous. Il était toujours exactement dans la même position, et s'il n'y avait pas eu de ventilateur dans le coin de la pièce, j'aurais pu croire à une image statique. D'une certaine façon, j'ai été soulagé en le voyant. Soulagé qu'il soit encore dans la salle, et qu'il ne se soit pas échappé, pendant que personne ne regardait. Après que tout se soit calmé, j'ai remarqué quelque chose de très inhabituel. Il y avait comme un bruit étrange, émanant de je ne sais où. Au début, c'était à peine perceptible. Je ne l'avais entendu que grâce au silence total de l'infirmerie. Mais comme le temps passait, le son s'amplifiait lentement. Après 1 heure, il était assez audible pour que tout le monde l'entende aussi. Et après 2 autres heures, son volume avait tant augmenté que l'on a pu déterminer quel était ce bruit. C'était une chanson. L'un des membres du personnel l'a identifié comme étant « Living in the Sunshine » de Tiny Tim. Apparemment, son père adorait cette chanson et l'écoutait fréquemment. La musique semblait se jouer en boucle, se répétant sans cesse. Mais bien que nous avions été capables d'identifier le son, nous demeurions incapables d'en identifier la source. Nous savions que ça ne venait pas des haut-parleurs, puisque nous les avions éteints. Cela semblait provenir des murs eux-mêmes. Alors que le temps passait, la musique a commencé à tous nous rendre nerveux. Je passais le plus clair de mon temps à l'infirmerie, pour veiller sur mon patient, ou dans la salle de contrôle. La peur planait dans l'air, et la présence bien reconnaissable des ténèbres et du mal en était sans aucun doute la cause. Le sujet 3 n'avait toujours pas bougé. Il gardait son regard fixe sur la caméra, sans même sourciller. J'avais constamment l'impression qu'il me fixait, moi, directement, qu'importe l'endroit où je me trouvais dans la pièce. Je pense que les autres ressentaient le même effet, puisqu'ils semblaient tous beaucoup se déplacer à travers la pièce, sans raison apparente. Quelques heures ont passé. La chanson était devenue si forte que l'on devait presque crier pour communiquer. Nous avions essayé de trouver la source du son, afin de pouvoir éteindre enfin la musique, mais sans résultat. La source était totalement introuvable. Cela ajoutait une irritation extrême à notre peur déjà bien présente. Il était aux alentours de 20h30 quand le sol lui-même s'est remis à trembler, tout comme cela s'était produit la nuit précédente. La panique a commencé à se répandre parmi les employés, moi inclus, tandis que les tremblements s'intensifiaient. À cet instant, j'ai eu soudainement un pressentiment, et j'ai regardé instinctivement l'écran du sujet 3. Il n'était plus là. Au même moment, comme par une sinistre coïncidence, la lumière s'est arrêtée net, et heureusement la chanson également. Depuis le retour de l'équipe de sécurité, la panique avait lentement gagné l'ensemble des employés, et Zimmerman était impuissant face à cela. Quand les lumières se sont éteintes, le calme apparent que chacun tentait de conserver a volé en éclats, et la peur a étreint nos cœurs à tous. Les lumières secondaires de secours ont bientôt pris le relais, et j'en ai silencieusement remercié le ciel. Les ampoules étaient faibles, mais me permettaient d'y voir clair.
La panique complète nous a saisis quand plusieurs de mes collègues se sont mis à hurler et à se précipiter vers l'échelle pour tenter de s'échapper. Mais ils étaient bien trop nombreux à vouloir s'y précipiter en même temps, et aucun d'entre eux n'a été capable de grimper bien haut sur l'échelle sans se faire pousser au sol par un autre prenant sa place. Zimmerman a intimé à chacun de se calmer, mais même sa personnalité de dominant, bien qu'intimidante, ne lui a été d'aucun secours en ces lieux, et ses demandes sont tombées dans des oreilles sourdes. C'était le chaos le plus total. Il n'a pas fallu longtemps avant que tous ne commencent à se blesser, les uns les autres, dans leur tentative désespérée d'atteindre l'échelle, de sortir de cet endroit. Je ne pouvais qu'attendre, adossé à un mur, ma propre opportunité de grimper l'échelle. Tous les cris se sont bientôt tus, tandis que le vrombissement familier de cette troublante chanson grossissait de nouveau, plus rapidement cette fois. Et cette fois, il était évident que le son venait directement des couloirs labyrinthiques. On a arrêté de se battre et de hurler, et chacun a reporté son attention vers la porte qui menait aux 10 couloirs. La chanson s'est intensifiée, devenant plus forte qu'il ne l'avait jamais été jusqu'à présent, forçant certains d'entre nous à se couvrir les oreilles, dans l'espoir de retrouver le silence. Puis soudainement, la musique s'est complètement arrêtée. Le silence. Il a empli la salle alors que nous fixions tous l'épaisse porte de métal, anticipant ce qui allait en sortir. Il m'a semblé que des siècles se sont écoulés dans cette attente. Mais en réalité, le silence s'est brisé quelques secondes plus tard. D'un coup, la porte a violemment explosé, et la musique est repartie, plus forte que jamais. Ça en était si soudain, si violent, que beaucoup d'entre nous sont tombés au sol, agrippant leurs oreilles en essayant de bloquer le bruit. Je n'ai levé les yeux qu'une fraction de seconde vers l'embrasure de la porte, et là se tenait une grande silhouette, à la police, et aux longs membres, et aux yeux si sombres, si malveillants, qu'on ne voyait que dans la faible lumière. Après avoir évalué mes possibilités, j'ai jeté un autre regard à la créature, juste à temps pour voir la chose attraper Zimmerman, et le couper en deux, d'un simple et fluide mouvement, aspergeant la pièce et tous ses occupants de son sang, de ses intestins, de ses organes. Je n'étais pas étranger au sang, mais ça a été trop pour moi à supporter. Je me suis penché et j'ai vomi, partout, sur le sol froid du ciment. L'échelle était mon seul espoir de survivre. Je me le répétais, alors que je forçais à me redresser. Et comme mes yeux se relevaient en même temps que le reste de mon corps, j'ai pu voir la chose arracher et déchiqueter des morceaux de corps, tandis que tout se dispersait pour lui échapper. La chose était distraite, et aussi horrible que ça puisse paraître, c'était mon unique chance de monter cette échelle. J'ai obligé mes jambes à bouger vers l'échelle, tentant d'ignorer les cris terrifiés de mes collègues et l'insupportable volume de la musique. Je pouvais entendre des coups de feu accompagnés de cris et de sons terribles de chair qui se déchirent quelque part dans le désordre sonore. J'ai jeté mes mains en avant et senti une vague de soulagement m'envahir, en sentant mes doigts s'enrouler autour des froids et durs barreaux de l'échelle de métal. Je m'y suis agrippé, et j'ai commencé à grimper aussi vite que je le pouvais dans mon état désorienté, tout en priant que le monstre ne me remarque pas, ne m'arrache pas à l'échelle, me ramenant au milieu du massacre. J'avais l'impression qu'à chaque instant j'allais sentir une de ses mains lisses s'enrouler autour de ma cheville pour m'envoyer à la mort. Je suis finalement arrivé en haut sans encombre. Je n'avais absolument aucun doute quant au fait de pouvoir sceller la trappe. Et la chose à l'intérieur, même si cela signifiait une mort certaine pour mes collègues. Je ne pouvais pas permettre à cette chose de s'échapper. J'ai saisi l'épaisse plaque de métal et ai commencé à la pousser de toutes mes forces, essayant de la fermer, de sceller le complexe. En dépit de son épaisseur et de sa masse, la trappe a été facile à basculer, et cela n'a pas demandé beaucoup d'efforts pour qu'elle recouvre l'ouverture, à ma surprise et malgré mon état de faiblesse. En quelques secondes, l'ouverture était complètement scellée par une solide plaque de métal. Je m'effondrais sur le côté, vomissant encore une fois, alors que la fatigue s'abattait sur moi. Et alors que j'étais étendu là, j'ai soudain réalisé quelque chose. À part ma respiration laborieuse, la seule chose que je pouvais entendre était l'écho, lointain, de cette chanson venue des profondeurs. Je sentais que je risquais de perdre le reste de ma raison si je restais ici allongé, à écouter la musique. Je me suis donc forcé une ultime fois à me dresser sur mes jambes, afin de rejoindre le chalet de bois où j'avais passé la nuit précédente. J'y avais laissé mes affaires et c'était surtout là que se trouvaient les clés de mon camion. De la quinzaine de membres qui composaient le personnel de cette expérience avortée, je suis le seul qui ait survécu. Je ne suis jamais retourné sur les lieux où toutes ces choses atroces ont eu lieu. Et je ne compte pas le faire. Le projet était très secret, et Zimmerman était le seul à en connaître les détails.
Et pour autant que je le sache, personne n'a eu vent de ma participation en dehors de moi-même. En fait, je suis sans aucun doute le seul qui sache ce qu'était vraiment l'expérience Harbinger. Le seul à savoir ce qu'il s'est réellement passé. À présent, vous êtes sans doute en train de vous demander pourquoi je vous ai dévoilé à tous cette histoire, alors qu'aucun d'entre vous ne devrait être au courant. Peut-être vous attendez-vous à ce que je vous mette en garde, de ne pas prendre à la légère ce que vous ne comprenez pas, ou quelque chose dans ce goût-là. Je ne l'espère pas, car je n'ai ni discours, ni leçon à vous offrir. J'ai commencé à entendre un bruit plus tôt dans la journée. J'ai presque immédiatement reconnu cette mélodie, comme une chanson trop familière qui me hante. Je n'ai même pas cherché à déterminer sa source. Je savais que ce serait inutile. Plus la journée a passé, plus le bruit s'est amplifié. C'est assez fort à présent pour que j'en discerne les paroles. Je suis incapable d'échapper à la voix de Tiny Tim. Elle m'a suivi partout où j'ai. Le sujet 3 vient pour moi et je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps dans ce monde. Je suppose que vous vous imaginez que j'ai juste voulu vous raconter l'histoire de l'expérience Harbinger afin qu'elle ne soit pas perdue pour toujours. J'espère que vous tirerez des leçons de ce que je viens de vous raconter. Et nous savons tous que vous ne le ferez pas. Soyons honnêtes, vous ne croyez pas un seul mot de mon histoire. Et je ne vais pas vous en blâmer. Je n'y aurais pas cru moi-même à votre place. À vos yeux, ce n'est rien de plus qu'un moyen de vous faire frissonner. Vous étiez probablement en train de vaquer sur Internet quand vous avez cliqué sur ce lien, avant de vous retrouver ici, ou quoi que ce soit, en train de lire cette histoire. Et pour être franc, je me fiche de ce que vous croyez ou non. Même si vous le faites, cela ne vous empêchera pas d'essayer de découvrir la vérité derrière des ténèbres que peu d'entre nous ont aperçues. Cela n'a certainement pas empêché Zimmerman. Si vous voulez un conseil, souvenez-vous de ce qui lui est arrivé quand il a cherché à percer la vérité. Je prie pour qu'aucun d'entre vous ne la découvre jamais. Je prie pour qu'aucun d'entre vous n'ait à contempler le mal que j'ai contemplé. J'espère que vous vivrez tous dans l'ignorance de ce qui rôde derrière le voile, de ce que l'on ne comprend pas. C'est ici à présent. Je peux sentir ses yeux noirs me brûler, comme je l'ai senti il y a toutes ces années. Je suis tout autant à blâmer que Zimmerman pour cette monstruosité qui parcourt à présent librement le monde. Je suis désolé, je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai bien aimé cette histoire, personnellement, parce qu'elle m'a fait penser un petit peu au film The Thing, pour ceux qui l'auraient vu, de 1982, ou son plus récent remake. Un peu d'angoisse, tout ça dans une zone cloîtrée, perdue, en plein milieu de l'Alaska, on imagine facilement de la neige, personne autour, un savant fou. Franchement, c'était plutôt pas mal, en tout cas c'est mon avis. J'ai hâte d'entendre le vôtre dans les commentaires. Et tout de suite, je vais vous présenter une nouvelle histoire, un témoignage cette fois-ci, que j'ai pu lire ces dernières semaines sur Internet, sur Reddit. Le titre de ce témoignage est équivoque. Ma nuit avec un possible psychopathe, il a été posté par l'utilisateur MIH00. Voici son histoire. Tout cela s'est passé il y a environ 3-4 ans, mais l'expérience m'a hanté presque chaque jour, depuis que c'est arrivé. Je commencerai par dire qu'à l'époque j'étais assez jeune, célibataire et très désireuse de faire ma première expérience avec un homme. J'ai passé un certain temps à regarder des applications de rencontres, à parler à quelques personnes jusqu'à ce que je tombe enfin sur un gars qui semblait intéressant. Nous avions beaucoup de choses en commun, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée de le rencontrer, puisque nous avions parlé pendant presque 1 mois. Maintenant, même si je n'étais que très jeune, je n'étais pas non plus naïve ou stupide.
J'étais et je suis toujours une personne très prudente et paranoïaque. Mais pour une raison quelconque, ce jour-là, j'ai pris ce qui aurait pu être l'une des pires décisions de ma vie. Je l'ai invitée à venir passer la nuit chez moi. Mes parents étaient partis pour le week-end et j'avais l'endroit pour moi toute seule. Donc ça m'a semblé être l'occasion parfaite pour lui de l'inviter. Il habitait à environ 3-4 heures de chez moi, mais il était impatient et presque désespéré de venir me voir. Alors il est parti dès qu'il a fini son travail, c'est-à-dire vers 11 heures du matin. Pendant tout le temps qu'il a passé en voiture jusqu'à chez moi, j'ai eu un sentiment de malheur, écœurant, presque comme si quelque chose allait très, très mal tourner. J'ai même failli lui envoyer plusieurs SMS pour lui dire que je n'étais plus intéressé. Mais j'ai hésité car il était plus qu'à 10 minutes de chez moi à ce moment-là. J'ai sursauté en entendant sa voiture s'arrêter, et je m'attendais à être accueilli par un sourire une fois que j'aurais ouvert la porte. Mais il a continué à me regarder fixement, tandis que mes 2 bulldogs français grognaient et grognaient, ce qu'ils ne font jamais, jamais à personne. Les choses m'ont tout de suite paru extrêmement bizarres. Il m'a suivi rapidement jusqu'à ma chambre et n'a pas perdu de temps pour me déshabiller agressivement. Ce que j'ai fait avec hésitation car c'était ma première expérience avec un homme. D'autant plus qu'il avait presque 6 ans de plus que moi, ce qui m'a rendu assez tendu. Quelques heures plus tard, il m'a soudain demandé s'il pouvait dormir dans ma chambre, ce qui m'a troublé car il n'était que 17 heures. Et je lui ai dit que c'était bon et que je continuerais à regarder des films, toute seule en bas. Au bout d'une heure ou deux, j'ai entendu ce qui ressemblait à un mouvement de meubles et le son de sa voix. Alors je suis monté et j'ai ouvert ma porte. Et je l'ai trouvé là, accroupi, au milieu de ma chambre, respirant très fort. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a fait signe de monter sur le lit, où il m'a assis sur ses genoux et a procédé à la mise d'un bandeau sur mes yeux, tout en mettant ses mains autour de mon cou avec légèreté. Je me sentais déjà extrêmement mal à l'aise, et cela a empiré, lorsqu'il a serré sa prise autour de ma gorge, et m'a dit « Quelqu'un sait-il que je suis ici? Tes amis savent-ils qui je suis et à quoi je ressemble? Ou quoi que ce soit ?» J'ai immédiatement répondu en disant que ma sœur et mes amis qui vivent à proximité le savaient. C'était un mensonge complet, car je n'ai pas de sœur et que mes amis étaient au courant de rien. Mais quelque chose en moi m'a forcé de le dire. Après quelques minutes de silence gênant, il s'est levé pour rassembler ses affaires et j'ai remarqué que dans son sac à dos, il y avait du ruban adhésif, de la corde et de mes notes. Ce qui au début ne me concernait pas car je savais qu'il était dans ce genre de choses, mais en y repensant, je pense que c'était destiné à quelque chose de bien pire. Tout à coup, il m'a dit « Je pense que je vais rentrer chez moi. J'ai une longue route à faire et je suis plutôt fatigué. » Je n'ai pas hésité à le laisser sortir de ma porte, car j'étais déjà extrêmement mal à l'aise. En partant, il n'a pas réussi à me regarder dans les yeux, ni à me dire au revoir, et il s'est précipité dans la rue, dès qu'il est monté dans sa voiture. J'ai couru jusqu'à ma chambre pour vérifier s'il n'avait rien laissé, car il était parti en vitesse. Et j'ai trouvé une note sur mon bureau, avec les mots « C'est parce que tu as été gentil que je t'ai épargné ». À l'époque, je n'avais aucune idée de la signification de la note. Et maintenant que j'y pense, je pense sérieusement qu'il avait de très mauvaises intentions à mon égard. Je suis toujours en colère contre moi-même pour avoir laissé entrer un étranger chez moi. Ce qui est évidemment une grosse erreur, et je l'ai immédiatement bloqué sur tous mes médias sociaux. J'ai eu la chance de m'en sortir vivant. Tout ce que je sais, c'est qu'il est maintenant quelque part, en Amérique. Je ne sais pas vraiment pourquoi il vivait au Royaume-Uni au moment où je l'ai rencontré, et tout ce que je peux dire maintenant, c'est que je suis heureuse qu'il soit à des kilomètres de chez moi. Témoignage assez flippant sur un sujet concret, à l'heure des rencontres en ligne, et de toutes les dérives que cela peut apporter. Cette fille a eu de la chance, mais faites vraiment attention. On ne sait jamais à qui on parle sur ce genre de site. Que ce soit par message, même avec des notes vocales, on ne connaîtra jamais la personne qu'on a en face. D'ailleurs, on ne connaît jamais vraiment les personnes qui nous entourent finalement. Donc faites attention. Dernière partie de cette émission. Très rapidement, je souhaitais vous conseiller des contenus que j'ai vus cette semaine. Et notamment, je voulais commencer par une vidéo que j'ai vue il y a peut-être une semaine tout juste maintenant. Il s'agit d'une vidéo d'un youtubeur français, Théo Gordy, sur le McCamey Manor. Alors je connaissais pas du tout ce manoir qui est situé aux États-Unis.
On connaît tous les maisons hantées dans les fêtes foraines, ou peut-être le manoir de Paris. Et ben en fait, prenez le manoir de Paris et poussez l'expérience fois 1000. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le manoir de Paris, il s'agit d'une sorte d'escape game dans lequel vous rencontrez des personnages terrifiants dans un décor horrible, dans le seul but de vous faire peur. Personnellement, je l'ai jamais fait. D'ailleurs, si vous l'avez fait, pourquoi pas en témoigner dans les commentaires. Ça m'intéresserait fortement puisque je ne l'ai jamais fait. Eh bien, le Maccamé Manor, c'est 100 fois ça. C'est-à-dire que vous signez, par exemple, une décharge pour qu'on puisse vous faire des sévices, mental, physique. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo de Théo Gordy, je le rappelle. Théo Gordy, G-O-R-D-Y. Il a mené une véritable enquête en interviewant des personnes qui ont travaillé là-bas. Franchement, c'est à glacer le sang. Foncez directement. La deuxième recommandation que j'ai à vous faire, c'est un film que j'ai vu il y a très peu de temps, qui s'appelle Magique. Il est sorti en 1978, alors je sais que certains d'entre vous vont le trouver un petit peu vieux, et préfèrent peut-être des films plus réalistes, en tout cas post-2010, mais franchement il vaut le coup. Il raconte l'histoire d'un magicien raté qui va se transformer en ventriloque et rencontrer le succès, sauf qu'il va tomber sous l'emprise de sa marionnette et nous allons découvrir la véritable personnalité de ce ventriloque, ce qui l'entraîne à commettre des actes irréparables. Un film plein de suspense. Je le trouve assez original dans le sens où il n'y a pas souvent d'histoire de ventriloquie dans les films d'horreur. Et pour le coup, vraiment flippant, en tout cas vraiment stressant comparé à d'autres films. Donc je vous invite à le regarder, il s'appelle Magique. Pour rappel, il est sorti en 1978 et il a été réalisé par Richard Attenborough. Je vous mettrai tout dans la description. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Creepshow. J'espère que vous l'avez apprécié et j'ai hâte de lire vos retours partout où cela est possible pour voir si on continue ce format ou si vous préfériez l'ancien. Mais j'espère sincèrement que vous avez apprécié cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit dans le noir.